Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, c'est un mandat d'arrêt qui est donc émis contre l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Il lui est reproché à Jacob Zuma son absence mardi à son procès pour corruption qui a été suspendu jusqu'au 6 mai prochain. Et même, nous serons très présents sur le Lyonnais, à Lyon, où se prépare une rencontre, un événement donc pour protester contre un éventuel troisième mandat que voudrait ou oserait demander le président actuel donc de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, procès d'intention, ou alors soupçon qui pourrait être avéré. On verra ce soir. Donc on réfléchira sur les crises sociopolitiques qui sont récurrentes sur le continent et on va beaucoup plus approfondir sur la faiblesse qui nous semble en fait être la faiblesse des institutions africaines au point où chaque fois qu'un chef d'État est en place, on a le sentiment que ce sont des mandats à rallonge. Pour parler de tout cela, dans ce studio, nous serons donc présents avec nos invités. Et avant de présenter nos invités, je voudrais donc donner la parole tout de suite à celle avec qui nous étions présents le week-end dernier, la semaine dernière, mardi. Charlène est revenue ce mardi. Bonsoir Charlène. Oui, bonsoir Juvénal, bonsoir à tous. Comment ça va? Très très bien. Charlène nous revient, certains se diraient, c'est pas le dernier mardi du mois. Charlène, pourquoi on est là ce mardi? Alors la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de préciser aux auditeurs que désormais la chronique Mordue de Livres se tiendra tous les premiers mardis. Et l'objectif en fait, c'est de donner l'occasion aux auditeurs d'avoir la possibilité de se référer au blog Mordu de Livres, donc qui a été justement transformé à la radio sous forme de chronique, de manière à ce qu'ils nous fassent des retours sur les ouvrages qui sont présentés. Donc je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant pour un lecteur d'avoir le temps, durant le mois justement, de prendre connaissance des auteurs qu'on présentait ou que je présente et de nous faire quelques retours sur le fait de savoir s'ils avaient lu ou apprécié ce que j'avais fait comme travail. Il faut rappeler donc pour ceux qui découvrent ce soir la chronique Mordue des Livres, c'est depuis l'année dernière en fait que Charlène partage avec nous donc sa passion qui est celle des livres. Le but ici est de soutenir une émulation auprès de ceux qui ne lisent pas pour dire combien il est intéressant de lire parce que on peut le dire aujourd'hui qu'il y a tout, presque tout dans les livres pour ceux qui se donnent la peine de lire. Et pour ceux qui ne peuvent donc pas lire, Charlène donc revient, partage cette passion avec vous, amis auditeurs et auditrices. Charlène, alors, la semaine dernière, on était sur le Gabon et ce soir, on poursuit avec qui? Alors, on a l'honneur de recevoir Albien Gakeni qui m'avait contacté sur Facebook, qui est un auteur congolais, d'origine congolaise, et qui en fait va nous parler de... Charlène, lequel des deux? Il deux? me semble Brazza. Brazzaville, oui. Tout à fait. Congo-Brazza. Et en fait, Albien nous présente son ouvrage qui s'intitule Dans l'ombre de l'autre rive, où il explique le parcours ô combien difficile d'un étudiant africain en France. Donc, on a déjà eu l'occasion, je sais très bien, d'aborder cette question, mais je trouve que c'est quand même une question intéressante. Et comme on a la possibilité d'avoir l'auteur sur le plateau pour nous expliquer un peu de quoi il retourne, je trouvais intéressant de le proposer. Albien, donc, avec nous, Albien comment? Gakeni. Albin, parce que moi, je me suis limité, en faisant aussi mes petites recherches, j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est Albien Gax, c'est ça? Les deux, oui. Albien Gakeni et Albien Gax également, les deux, oui. Bonsoir Albin Gakeni. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien.
C'est un honneur et un plaisir de vous avoir dans nos studios. Merci beaucoup. Vous avez fait le déplacement, ce n'est pas toujours évident. Nous nous sentons honorés d'être venus nous parler de cette belle œuvre-là. Pourquoi une œuvre sur, comme elle le dit si bien Charlène, en fait, un parcours ô combien difficile d'un étudiant? Pourquoi ce choix-là? Alors, parce que c'est une thématique qui est très présente sur la vie de campus, hein, comme on l'appelle. Il y a une réalité qui est très accablante et dont on parle très peu. Il y a de plus en plus d'étudiants africains en France et il y a très peu de visibilité sur leurs conditions de vie. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on se dit qu'ils sont déplacés pour étudier, mais par la suite, on dit plus ce qui se passe sur le terrain. Comment ils vivent, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça ne se passe pas bien, on n'en parle plus. Donc moi, ça m'a intéressé depuis 3 années maintenant, on est en 2020, oui, 3 années maintenant. Je m'intéresse sur la mobilité étudiante en France, notamment ce qui concerne ceux qui viennent de l'Afrique francophone, et je travaille dessus depuis quelque temps. C'est Albien, et moi je me tourne vers Charlène. Charlène, parce que c'est à vous que revient en fait la liberté de choisir une œuvre, de choisir un auteur. Qu'est-ce qui vous a touché sur cette œuvre-là? Je pense que ceux et celles qui m'écoutent savent pertinemment quels sont mes centres d'intérêt. Et j'ai été moi-même étudiante étrangère, donc ce sont des questions qui me touchent énormément. Quand on arrive ici, on n'a pas, à mon avis, on n'est pas suffisamment préparé. On n'a pas suffisamment le bagage, et j'entends le bagage matériel, le bagage humain, pour justement affronter les difficultés qui nous attendent quand on arrive. On nous donne quelques renseignements, mais à titre liminaire, et c'est vrai que finalement, quand on est sur le terrain, on se retrouve totalement perdu, totalement noyé. Et donc, en lisant cette œuvre-là, Dans l'ombre de l'autre rive, il est vrai que je me suis retrouvée. J'ai retrouvé certains moments de solitude qu'on peut ressentir quand on arrive ici en tant qu'étudiant étranger. Peut-être pas la question de l'exclusion, parce que je ne me suis jamais sentie exclue, ça aussi il faut quand même le dire, mais c'est vrai que certains d'entre nous, certains de nos compatriotes, certains des nôtres, donc certains de la population noire, il faut le dire, avoir le courage de le dire, se sentent rejetés, exclus, et ce par les institutions françaises. Donc moi je pense que c'est quand même assez grave, et j'ai trouvé que pour toutes ces raisons, il était intéressant quand même d'aborder la question. Charlène, il n'y a pas... Alors vous avez dit que ce n'était pas l'exclusion, mais il y a quand même une solitude, un grand isolement que semble dire cet étudiant. Oui, il y a un grand isolement du fait du manque de connaissances, du fait de la méconnaissance effectivement des codes. Moi, c'est comme ça que je les appelle, c'est comme ça que je les qualifie, des codes de vie ici. Donc, c'est ce que je disais quand on part de nos pays. Donc, moi, me concernant le Gabon, on ne nous donne pas suffisamment d'informations qui nous permettraient justement de nous retourner vers des institutions qui sont concernées par ces questions d'information. On ne sait pas comment faire pour avoir un logement, on ne sait pas comment faire pour renouveler son titre de séjour. Du moins, ce sont des questions qui sont difficiles, et en plus de ça, on a aussi des questions effectivement d'isolement au sein de l'université, parce que là-bas aussi c'est autre chose. On n'a pas les codes au niveau de l'université pour mieux s'intégrer et ce genre de choses. Donc pour toutes ces raisons-là, pour moi c'est vraiment important de revenir là-dessus. Merci beaucoup, Charlène. On vous retrouve dans quelques instants. Et également, donc, je l'annonçais dans la deuxième partie de ce magazine, nous sommes dans la réflexion radiophonique, il est dit en entame, réflexion qui portera beaucoup plus sur ce qui nous semble comme étant la faiblesse des institutions africaines dans ce débat-là. Donc, en fait, on ira en Guinée Conakry. Naturellement, le débat reste ouvert à tous. Dans ce studio, pour nous accompagner dans cette réflexion, quelqu'un que certains auditeurs connaissent déjà, il s'appelle Raïm Bowell. Raïm Bowell, oui. Pourquoi? Parce qu'il a des formations aussi dans la communication, formation en journalisme. Il a passé ici quelques fois et il était parti et puis donc il est venu. C'est lui que le FNDC a choisi pour venir nous dire la leur en fait. Bonsoir Raïm. Bonsoir et merci de nous accepter dans votre studio. Vous savez bien que vous acceptez, nous on accepte toujours. Hein. D'accord, merci. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Alors, c'est vous qui voulez chasser Alpha Condé, Raïm, c'est ça? C'est ce qui se raconte en fait. Que ce FNDC, au départ, on a l'impression qu'ils veulent défendre la Constitution. Aujourd'hui, semble y être un parti ou plutôt une mouvance dans l'opposition. Qu'est-ce qu'il en est?
C'est toujours ce qu'ils racontent eux, mais je pense que c'est Alpha Condé lui-même qui est en train de vouloir quitter le pouvoir. Il veut pas quitter que le pouvoir. Non, mais quand je dis ça, parce que vous avez dit aujourd'hui on chasse Alpha Condé, nous on chasse pas Alpha Condé. Ce qu'on demande au président Alpha Condé, c'est de respecter ses engagements parce qu'il a été sur la base d'une constitution où réellement son parti politique mais a participé. Disons, toutes les partis politiques, toutes les classes sociales, toutes les organisations sociales ont participé à la rédaction de cette constitution. Aujourd'hui, on ne voit pas comment est-ce possible un président qui est élu sur une base sur une constitution veut changer la constitution parce que tout simplement, il veut rester au pouvoir. Rainbow, vous avez une formation en communication, en journalisme. Vous savez combien dans ce métier, il faut être assez pointu. C'est vous qu'on a choisi d'envoyer, c'est vous que l'organisation, le FNDC, le Front National de Défense de la Constitution envoie. Est-ce que ce n'est pas faire un procès d'intention à Alpha Condé? Non, pour nous, ce n'est pas... Alors, il faut quand même savoir lire entre les lignes. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on nous dit que le président Alpha Condé, on lui prête des intentions de pouvoir... Mais est-ce que c'est faux? Non, mais c'est pas faux. C'est ce que je dis. Écoutez-moi, vous allez comprendre. Je dis, c'est aujourd'hui ce qu'il est en train de nous dire, ce que les gens disent. Nous, on voit la réalité en face. Au fait, le président Alpha Condé, rappelez-vous, parce que vous dites que je suis en communication, donc on va essayer d'analyser... Je ne le dis pas. C'est factuel ou je me trompe? Non, c'est factuel. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais nous, on a vu quand même la réalité parce qu'à chaque fois que le président Alpha Condé est devant la presse, normalement, on se rappelle quand même lors de son séjour au Sénégal, c'est-à-dire l'année passée, les journalistes sénégalais lui avaient demandé est-ce que M. Alpha Condé, aujourd'hui, on vous prête des intentions de vouloir modifier la Constitution pour continuer à exercer le pouvoir en Guinée. Il dit clairement ce qu'il dit. Moi, je dis clairement ce qu'il dit. Il dit si réellement il y a un changement de constitution, c'est-à-dire on rentre dans la phase de la 4e République. Donc, nous, aujourd'hui, notre position, elle est claire. Nous savons que ce n'est pas des intentions que nous prêtons au président Alpha Condé, c'est qu'il a déjà expliqué, il a déjà exprimé. Donc, nous, on n'attend pas qu'il fasse, disons, sa communication de façon, je ne sais pas, exclusive, même si c'est inclusif. Nous, on sait pouvoir lire entre les lignes. Aujourd'hui, le président Alpha Condé veut changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Bien. Vous avez répondu, mais j'ai le sentiment qu'en fait, ce que j'ai dit semble rester, c'est-à-dire en fait que cela n'est pas tacitement, ce n'est pas explicite, ce n'est pas clairement dit, c'est que vous lisez entre les lignes, donc vous essayez de faire... Ce que je vous ai dit... Vous décryptez son propos, oui, c'est ça? Oui, c'est ses propos, mais aujourd'hui, quand on regarde depuis combien de temps qu'il est au pouvoir, depuis 2010, il est au pouvoir. Depuis 2010, il a quand même réussi, si vous voulez, à organiser des élections législatives. Ça aussi, quand même, il faut souligner, il a fallu d'abord qu'il y ait des manifestations où beaucoup de Guinéens ont perdu leur vie. Aujourd'hui, 2010, 2013, 2015, et aujourd'hui, nous sommes en 2020, c'est-à-dire... il est aujourd'hui à son dernier mandat, il veut changer la Constitution. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi depuis toutes ces années, il n'a pas voulu changer cette Constitution ou modifier? Nous, on serait d'accord s'il parlait de modification, entre guillemets, de certains articles de la Constitution. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là en face de nous. Réellement, ce qu'il veut, c'est qu'il veut changer la Constitution. Mais le problème, si vous analysez très bien ou vous observez très bien ce qui se passe sur le terrain, c'est que ce qui est pire aujourd'hui, Alpha Condé et son gouvernement est prêt, si vous voulez, à marcher même sur les cadavres pour notamment avoir... Oui, ça, c'est dur, ça. C'est pas dur. Je vous laisse votre propos, mais moi, je n'assume pas en tant que présentateur de cette émission parce qu'on ne peut pas dire qu'il est prêt à marcher. Non, mais l'exemple là... Sur les corps. Permettez que je vous le dise comme cela. Je l'ai entendu, mais je dis bien que c'est assez fort ce que vous dites, que je suis l'État de la République. Dans quel intérêt ferait-il marcher sur ses concitoyens? C'est assez dur quand même, vous le reconnaissez. Dur, alors, ce qui est dur, c'est pour les familles endeuillées depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes à 140 personnes tuées par balle. Depuis 10 ans, 140 personnes. Et ça aussi, c'est pas parce que ces 140 personnes ont été tuées comme ça. C'est pendant les manifestations politiques. Et la justice et la police aujourd'hui, elle est inféodée au système qui nous gouverne. Et depuis toutes ces victimes aujourd'hui... Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas encore dans l'heure du débat. Moi, mon souhait, c'était effectivement pour ceux qui nous écoutent à ce moment, pour qu'ils puissent savoir en fait ce que nous avons préparé pour eux ce soir. Nous allons y revenir, pardon de vous couper comme cela, parce que là, je sens que vous êtes lancé. C'est Rahim Boel qui est donc venu représenter le FNDC. On vous retrouve dans la deuxième partie de ce magazine, naturellement. Également, vous pouvez également apporter votre contribution dans l'échange qu'on fera dans quelques instants avec notre invité ce soir, c'est Albien. Albien, vous partez de quelle ville pour arriver à Lyon?
De Paris. Je viens de Voilà, Paris. c'est un honneur. Je disais donc tantôt en fait que c'est la deuxième personne qui parle de Paris, en fait, deuxième auteur, pour venir nous trouver. Et nous saluons cet effort-là pour voilà, réfléchir sur notre continent. On parlera de son œuvre aussi. On ne se restera pas dans... C'est assez tendu, hein, c'est assez tendu dans ce studio. Et donc, pour vous dire merci à vous, amis auditeurs, amis invités, Albien Gakini et Raïm Boel, qui êtes déjà présents dans ce studio. Et merci également à notre chère Charlène, qui, de temps de deux mardis consécutifs, est venue nous trouver pour enrichir cette chronique sur les livres, partager donc sa passion. Dans la deuxième partie, nous retrouverons aussi un invité depuis Conakry. On m'a fait signer qu'il est déjà là. Il s'appelle Soriso, qui est membre du bureau politique en fait national du RPG Arc-en-Ciel, donc qui est le parti au pouvoir aujourd'hui. Il apportera donc en fait son regard aussi. Notre souhait, c'est de pouvoir donner la parole au moins aux deux camps pour parler ainsi. D'autres invités nous rejoindront. Donc en fait Nanda, qui est une écrivaine d'origine gabonaise, et bien d'autres éventuellement qui seront là pour enrichir les échanges des auditeurs. Merci d'être des nôtres ce soir. On se retrouve dans quelques instants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Odi Nadia, je ne sais pas d'où tu viens, de l'Afrique ou peut-être des Antilles. Toujours est-il que tu viens d'un pays ensoleillé. Et ta beauté brille comme le soleil de chez toi. Oh Nadia, je ne sais pas d'où tu viens, de l'Afrique ou peut-être des Antilles. Toujours est-il que tu viens d'un pays ensoleillé. Et ta beauté brille comme le soleil de chez toi. Je ne sais pas d'où tu viens, de l'Afrique ou peut-être des Antilles. Toujours est-il que tu viens d'un pays ensoleillé. Et ta beauté brille comme le soleil de chez toi. Mais moi j'ai rencontré Nadia à Paris, beauté du soleil. Elle ne m'a laissé que l'odeur de son parfum, elle a disparu. Nous avions dansé maman, elle m'a planté l'amour. Où es-tu Nadia de mon cœur? Tu m'as planté l'amour. Mais moi j'ai rencontré Nadia à Paris, beauté du soleil. Elle ne m'a laissé que l'odeur de son parfum, elle a disparu. Nous avions dansé maman, elle m'a planté l'amour. Où es-tu Nadia de mon cœur? Tu m'as planté l'amour. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez les bienvenus. Donc, cette musique que nous avons écoutée pour vous souhaiter la bienvenue, et donc qui a rappelé bien des choses à certains d'entre vous, amis auditeurs, et visiblement en studio, quelqu'un me disait tantôt qu'en fait, apparemment, la moitié, ou peut-être même tous ceux qui sont en studio, n'étaient pas encore de ce monde quand Théo Blaise a pondu cette belle œuvre musicale. Voilà, c'était donc un clin d'œil au Congo, au Brazza, et on va reprendre rapidement quelques brèves en provenance de l'Afrique. C'est le président, l'ancien président, autant pour moi, Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud, qui a un mandat d'arrêt qui pend au-dessus de lui.
est mis donc contre lui pour la simple raison que mardi dernier, donc, il n'était pas présent à son procès. L'État a demandé donc au juge Daya Pillay, donc de la haute cour, de délivrer ce mandat d'arrêt donc à l'encontre de Jacob Zuma. L'équipe juridique de l'ancien chef de l'État a présenté un dossier médical pour solliciter l'absence de son client au procès de Peter Matsburg. Pour ceux et ceux qui se joignent à nous donc, à ce moment donc, dans notre studio, nos invités sont déjà présents. Pour ceux qui sont les invités en studio, nous avons Albin Gakini qui a fait le déplacement depuis Paris pour venir nous parler de son œuvre. Une fois de plus, bonsoir Albin. Bonsoir. Comment allez-vous une fois de plus? Très bien, très bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir avec nous? Ça fait beaucoup de plaisir, beaucoup de joie de me retrouver ici. Content de voir enfin Charlène. C'est un plaisir, c'est un honneur aussi pour nous. Et tout le mérite revient donc à Charlène pour cet immense travail, abondant travail qu'elle fait pour aller rechercher des auteurs de ces œuvres littéraires que nous dégustons, que nous savourons donc chaque mois. Et comme le mois dernier, c'était donc le dernier mardi, et nous avons choisi, en accord avec Charlène, effectivement, donc de faire maintenant chaque premier mardi du mois. Et Charlène, la question a été posée, j'aimerais bien amener encore un brin d'éclairage pour nos auditeurs. Pourquoi le premier mardi du mois? Alors, le premier mardi du mois, pour laisser la possibilité aux auditeurs et aux auditrices de nous faire des retours sur les différents ouvrages qui sont proposés. Parce que le but, effectivement, c'est d'inciter les gens à lire, de leur permettre aussi, au vu de leur temps, de découvrir certains ouvrages que je dévore. Juvénal, tu l'as si bien rappelé tout à l'heure. Et donc, on aimerait que ce soit beaucoup plus interactif et avoir des retours justement de nos auditeurs et auditrices pour savoir un peu ce qu'ils en pensent, qu'ils pensent des livres qui sont proposés, ceux qui pensent de la pensée des auteurs aussi qui sont soumis à leur appréciation. Très bien. Et donc, l'œuvre de Albin Gakini, pourquoi l'avoir choisie? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, dans cet ouvrage-là, c'est vraiment tour à tour des questions de racisme, de discrimination et de parcours personnels particulièrement difficiles qui sont retranscrits. On a vraiment, en fait, ce paradoxe qui est présenté, c'est-à-dire un étudiant étranger, un étudiant africain qui arrive en France, qui pense qu'en arrivant ici, entre guillemets, c'est l'Eldorado. J'avais eu l'occasion effectivement de le préciser lorsque j'avais présenté l'ouvrage de Fatou Diom qui est toujours disponible sur le blog mordudelivre.com. Et donc c'est ça, ce sont ces questions vraiment qui sont présentées. Racisme, discrimination, exclusion, notamment dans le milieu universitaire, puisque, comme je le disais, c'est le parcours d'un étudiant qui est présenté. Et en fait, de sorte que la question qui soit véritablement posée, la vraie question dans cet ouvrage-là, à mon sens, mais l'auteur qui est présent nous le reprécisera, c'est comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans un pays qui n'est pas le nôtre et où, à l'évidence, nous ne sommes pas les bienvenus. Et l'autre question aussi qui peut être posée, c'est que faire lorsque la société donc française dans son ensemble et les institutions qui la caractérisent sont contre nous. Donc, ce sont des questions qui sont ouvertes et qui peuvent être posées. Et en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant l'ouvrage et le parcours de cet étudiant africain qui est sur le territoire français. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Il interviendra dans la dernière partie, mais il pourra aussi prendre la parole, en fait, pendant ces échanges sur l'œuvre de Albin. Il s'appelle Raïm Boel. Il est venu nous dire pourquoi, je le dis de manière caricaturale comme cela, il ne voudrait pas que Alpha Condé puisse, faire comme ses pères l'ont fait. Hein. Ça a été fait au Cameroun, ça a été fait dans bien d'autres pays. Ceux qui tiennent le pouvoir savent, ils ont sûrement trouvé des raisons très sérieuses pour, à l'ego, donner comme cela, de manière légale, donner la possibilité à l'État de poursuivre en fait son œuvre. Pourquoi vous n'aimeriez pas que cela soit fait au niveau de la Guinée-Conakry Alors, pour vous dire clairement, nous aussi, on a longtemps rêvé, parce que, disons, le président même, Alpha Condé, a combattu pendant 40 ans pour instaurer ce qu'on appelle la démocratie dans un pays. Alors, la démocratie, les éléments basiques, si vous voulez, de la démocratie, entre guillemets, on peut parler des élections organisées, des élections libres et transparentes. Déjà, nous, le peuple de Guinée, la société guinéenne dans son ensemble, aspire à avoir un président démocratiquement élu, et on a longtemps rêvé cela. C'est le fait aujourd'hui. C'est le fait aujourd'hui, mais sauf que ce dernier ne veut pas partir
par les urnes. Parce qu'il ne veut pas partir. Procès d'intention, on revient dans quelques instants, dans un moment, le temps de lancer en fait donc notre chronique de ce soir mordu des livres. Charlène, Albien est là avec nous, dans son œuvre. Vous avez évoqué un certain nombre de faits, c'est-à-dire qu'en fait, l'étudiant, quand il arrive ici, majoritairement, on peut imaginer, en fait, on a l'impression qu'il arrive dans un Eldorado. Dans l'œuvre d'Albien, qu'est-ce qui ressort? Albien nous dira tout simplement. Qu'est-ce qui vous pousse à l'inviter en studio? La véracité des propos et le fait aussi d'avoir vécu certains faits en venant ici en tant qu'étudiante étrangère et puis d'avoir aussi observé ces mêmes faits sur des étudiants étrangers lorsque j'étais moi-même enseignante. Donc c'est ça en fait qui me pousse à l'inviter, c'est avoir un témoignage, parce que ce livre en fait c'est un témoignage et dont on a vraiment besoin. Voilà. Vous avez dit quelque chose, c'est vrai que ceux qui vous écoutent ont l'impression que vous êtes peut-être une littéraire. Je rappelle à ceux qui n'ont pas la possibilité de vous connaître que Charlène est docteur en droit et qu'elle a aussi enseigné à Lyon 3 et qu'elle continue. Et de ceux qui ont une passion pour les amphis. Elle poursuit encore une formation. Elle nous révélera ce dans quoi elle se forme encore aujourd'hui quand le moment viendra. Voilà. Donc, elle a enseigné à Lyon 3, Lyon 2, Lyon 3 Lyon 3. À Lyon 3. Et donc, vous avez une riche expérience, en fait, des amphis. Déjà en tant qu'étudiante et aujourd'hui, on l'a fait en tant que enseignante. Pour revenir sur l'œuvre, d'ailleurs, le titre de l'œuvre, c'est quoi? Dans l'ombre de l'autre rive. Et Albien lui-même est avec nous. Pourquoi dans l'ombre, dans l'autre rive, Albien? Alors, le titre était d'abord Sous l'ombre de l'autre rive. Et j'ai un copain Adrien qui m'a suggéré plutôt Dans l'ombre. Adrien écoute ce soir ou pas? Certainement oui. Okay. Adrien Paquet-Roson, certainement il écoute. Donc il m'a suggéré plutôt Dans l'ombre de l'autre rive. On a discuté, effectivement, il avait raison, il m'a convaincu et j'ai pris ce titre-là, Dans l'ombre, pour dire à l'intérieur de la réalité, enfin de cet espace qui est de l'autre côté de la rive qui reste donc la Méditerranée, qui sépare d'un côté l'Afrique et de l'autre côté l'Europe. Donc ça c'est pour le titre. Et maintenant pour comprendre, qu'est-ce qui vous amène à écrire cette œuvre-là? Et dans quelles circonstances vous mettez à écrire? Alors, écrire cette œuvre-là a demandé beaucoup de courage et beaucoup de risques aussi. Parce qu'il y a des choses... Pourquoi les risques? Ah oui, très bien, parce qu'il y a des choses, en fait, qui ne se disent pas. Lesquelles? Des réalités que l'on vit, qu'on n'a pas envie que les gens sachent. Ce soir, on va en parler. Les gens qui sont de l'autre côté de la rive, qui sont arrêtés de l'autre côté de la rive, comme disait un peu un collègue, de l'autre côté de la rive, qui sont restés là-bas, n'ont pas forcément envie de savoir réellement ce que vous vivez. Pardon. Réellement ce que nous vivons ici. Ouais. Ça aurait été caché, mais j'ai pensé qu'il fallait les mettre à la lumière. Voilà, et je l'ai fait. Ça demandait beaucoup de courage et beaucoup de risques, c'est vrai. Une fois que vous l'avez fait, alors racontez-nous, dans quelles circonstances vous mettez à écrire cette œuvre-là? Je l'ai écrit dans une atmosphère de colère, de tristesse, d'angoisse. Colère contre qui? Colère parfois contre les siens, enfin les miens, je veux dire. C'est-à-dire ceux qui maltraitent les leurs, les Africains, je veux dire les Africains, qui sont les premiers venus donc, par rapport à ces étudiants-là, ceux qui les maltraitent. Donc cette espèce de révolte. On se dit, mais comment ils peuvent se comporter ainsi? Ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs. Certains sont mis à la porte parce qu'ils ne contribuent pas aux charges de la famille. Certains sont expulsés parce que voilà. Il y a aussi, par exemple, un cas qui m'a été raconté. C'est le cas d'un cousin qui a été hébergé justement par une compatriote congolaise. Et donc, un jour, à 4h du matin, il sent quelqu'un tirer sa couette. La femme me dit, soit tu me satisfais, soit tu sors de chez moi. Vous voyez, ce sont des réalités qu'on ne raconte pas forcément. C'est pas raconté dans le livre, mais ce sont des choses qui nous touchent. Là, ce sont les circonstances, en fait. Justement, ce sont ces contexte-là. Bien sûr, ce sont ces faits-là qui révoltent, qui amènent donc à l'écriture. Là. Charlène, mais alors, nous, avec vous, on va donc aller visiter cette œuvre-là. Le parcours, c'est un roman? C'est un roman, oui, et il me semble dans laquelle il y a plusieurs histoires qui sont racontées.
Alors l'histoire principale, c'est bien de cet étudiant africain qui arrive. Et c'est vrai que j'ai oublié de mentionner le fait qu'il y a aussi cet aspect qui est pointé du doigt par l'auteur, qui est de dire que finalement, quand on arrive en France, c'est pas simplement les institutions françaises ou l'État français qui nous excluent, mais c'est aussi nos propres frères, nos propres sœurs. C'est-à-dire que quand on arrive ici, ceux qui sont déjà ici ont une certaine mentalité, en tout cas arborent une certaine position dominante, qui fait que cette position, on soit contraint effectivement à être exclu aussi par les nôtres, soit en fait à ne pas être considéré pour ce que l'on est vraiment, d'où justement la double difficulté que rencontrent justement les Africains. Moi, c'est ce que je dis aussi quand j'ai lu cet ouvrage-là, ou celui de Fatou Diom, ou même celui de Rokhaya Diallo, c'est qu'on a l'impression que l'Africain n'est le bienvenu nulle part, ni chez lui, ni ailleurs. Parce que justement, quand il vient d'ici, il a vécu de nombreuses années en Occident, quand il arrive chez lui, il est considéré comme un étranger. Et quand il vient ici, en Occident, il est considéré également comme un étranger. D'où cette conclusion qui me permet de dire que finalement, on est le bienvenu nulle part. Et c'est ce qui ressort en fait dans ce livre-là. Il y a certains faits quand même qui sont assez marquants, comme ce passage que décrit l'auteur d'un étudiant qui va être interpellé. En fait, en amphi, il lève la main pour répondre à une question posée par un professeur. Et le professeur ouvertement se moque de lui en lui disant que ce n'est pas possible pour un Africain de répondre à une question. Parce que les Africains sont intellectuellement amoindris. Donc, c'est vrai qu'il y a certains passages, et je l'ai dit dans le blog, sur le blog, je le mentionne, je me demande si ce n'est pas exagéré, mais on peut se demander effectivement, ou se dire, en tout cas au travers de moi, mon expérience, que ce sont des faits qui peuvent être avérés, étant donné le fait qu'on soit véritablement considéré dans ce pays-là, en tout cas, ou en Occident de manière générale, au travers de sa couleur de peau. Moi, j'ai l'impression que j'ai entendu quelque chose que j'ai craint d'avoir pas bien compris. Que l'enseignant répond qu'un Africain ne peut pas réfléchir, ne peut pas répondre. Oui, c'est ça. C'est ce qui est en tout cas l'un des exemples qui apparaît dans le livre. C'est vrai que c'est assez globalisant. Ok. J'avoue que c'est assez globalisant. Et bien, moi, n'ayant pas vécu cette expérience-là, je laisse la responsabilité à cette personne-là et puis à celui qui la ramène aussi. Mais moi, l'aspect qui me touche le plus, c'est qu'en fait, ce parcours semble, entre guillemets, classique en fait. On rêve d'un Eldorado, on arrive à des difficultés, et puis au final, ils sont très peu, pas très peu, ils sont pas très nombreux, il n'y a pas une majorité qui rentre sur le continent. Comment expliquer ça? Apparemment, Raïm voulait répondre. Écoutez, peut-être c'est la raison ou les raisons pour lesquelles je suis là. C'est parce que, après, je ne vais pas généraliser sur le continent, mais moi, je pense que ce qui concerne mon pays, je connais pas mal quand même des étudiants ou des grands frères qui ont été là avant moi, qui ont fini leurs études, mais ils font d'autres boulots. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas d'opportunité quand ils rentrent au pays pour travailler. C'est ça le souci aussi. Donc, dans nos pays, c'est qu'il faut qu'on force cette situation pour qu'on puisse rentrer. Mais la question pourquoi on ne rentre pas, c'est parce qu'il n'y a pas une opportunité de trouver un travail. Donc, on ne trouve pas mieux là-bas qu'ici. Donc, je pense, personnellement, c'est pourquoi certains restent. Mais par contre, il faut dire, il y a d'autres personnes quand même qui retournent, qui essaient de fonder leur entreprise. Mais ce n'est pas évident. Parce que ça ramène donc à la question aussi du retour, au sens où, moi, on rêve de venir ici étudier. Et on y arrive. C'est pas très évident. C'est très, très difficile. C'est ce que majoritairement, ce sont les témoignages qu'on entend toujours. Ça, même quand c'est pas difficile économiquement, même sur le plan de vie psychologique, au quotidien, sur le plan social, c'est pas évident. Mais on a l'impression qu'en fait, on préfère rester ici que de retourner là-bas. La question, elle la pose maintenant à l'auteur, à Albien Gakini. Comment expliquer cela? Que malgré toutes ces souffrances, on préfère rester ici que de retourner sur le continent? Très bien, ça c'est une très belle question. Justement, vous la mettez ensemble. C'est bien de penser au retour, enfin à l'impossible retour et à l'échec aussi. Alors, mais moi je dirais ceci, je ne suis pas encore sur le point à la fin de mes études pour dire si je rentre ou pas. Je ne peux pas me décider de vous dire maintenant. Mais ce que j'ai entendu de ces témoignages-là, c'est que si l'on ne rentre pas, c'est parce que on serait venu pour un but qu'on n'a pas pu atteindre
et que ce serait une honte de retourner sans diplôme qu'on est venu chercher. C'est une des raisons. Et si on ne rentre pas, c'est aussi parce que arrivé ici, on a fait immersion dans une réalité socio-économique qui est tout à fait différente de celle qu'on a laissée et qui, visiblement, est restée la même de l'autre côté de la rive. On se dit, mais comme Charlène, elle a un doctorat, elle va rentrer au Gabon, elle ne sera pas payée comme elle est payée ici, on est d'accord. Donc, il y a ces différences. Supposons qu'au Gabon, elle soit payée à 350 000 francs CFA et qu'ici, elle soit payée à 4 000 euros. Et là, on a un avenir à construire. Elle aura une famille à construire. Le choix sera clair, qu'elle reste ici. Oui, donc, il y a cet aspect-là aussi. Et puis, évidemment, il y a aussi un autre aspect. Alors ça, encore un peu, très peu évoqué, c'est la question politique. Dans la plupart des pays africains actuellement, on considère que tous ceux qui sont, en France notamment, sont des opposants, des régimes qui sont restés en Afrique. Ce qui était triste de remarquer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas venu ici pour apprendre à devenir opposant. On est venu ici pour étudier, dans le but donc de décrocher un diplôme et de rentrer chez soi par la suite. Malheureusement, on arrive ici, on rencontre tout le monde. Il y a des rencontres de la diaspora donc qui vont réunir tous les Congolais ou tous les Gabonais, etc. Et lorsqu'on on va dans ces rencontres-là, le fait de s'afficher avec ces personnes-là sur des photos, Facebook, etc., on est tout de suite considéré comme étant un opposant, alors qu'on ne l'est pas. Et ça va provoquer donc des représailles, et ce qui va donc amener beaucoup de personnes finalement à ne plus retourner chez eux. Oui, Raïm. Non, je voulais dire, parce que vous avez dit peut-être les gens peuvent vous considérer ou peuvent nous considérer comme des opposants. Je pense qu'à un moment donné, et c'est la vie ou la mort en fait, c'est qu'il faut l'assumer si vous voyez réellement que vos idées ne sont pas conformes avec les réalités ou ce que certains font dans le pays, entre guillemets, comme étant des responsables de notre pays, c'est qu'il faut assumer, il faut vraiment être opposant, farouche, pour qu'on arrive certainement normalement à changer les choses, parce que sinon on va continuer à être comme ça. Ouais. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, c'est donc dans le strict respect des lois de la République, en fait, que nous allons débattre ce soir dans la deuxième partie consacrée dans le débat radiophonique. On va s'interroger sur la question des institutions en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. On a l'impression que les mandats à rallonge, la Constitution, qui est la loi fondamentale, peut être retoquée au gré des humeurs, en fait, du régime en place. Et ce soir, on va faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry, où nous avons, depuis quelque temps, en fait, des vives tensions sur le point de vue social et politique. Et ce soir, en principe, on devrait être avec un membre, en fait, du bureau politique national du RPG, Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Il s'appelle M. Sori So, mais malheureusement, il semble ne pas être donc joignable. Et si jamais il nous écoute, ou c'est un de ses proches, ou ceux et celles qui nous écoutent, ce soir peuvent le contacter. Ce serait intéressant pour que nous ayons quand même cette démarche objective au sens où, en studio, nous recevons un membre du FNDC. Entendez donc le Front National pour la Défense de la Constitution. Défendre la Constitution est-elle en danger ? Une fois de plus, bonsoir Raïm Boel. Bonsoir, oui. Donc ce soir, vous représentez en fait ce mouvement qui entend défendre la Constitution. Vous avez un événement en vue, c'est lequel ? Alors, nous avons un événement le 9, disons c'est dimanche-là, 9 avril. 9 février, nous sommes. 9 février. Et une manifestation où nous invitons d'ailleurs
pas que les Guinéens, mais aussi tous les Africains, disons, ou tous les amis de l'Afrique, qui aujourd'hui sont pour, si vous voulez, qui sont contre les violences faites aux femmes, les violences, la violation des droits de l'homme, parce qu'on peut dire il y a beaucoup des cas de violence politique qu'on observe dans le pays, mais aussi violation des droits de l'homme. Ça, il y en a beaucoup, on va en parler parce que... Rahim Boel, moi je voudrais que vraiment ce soit qu'on puisse recentrer le débat. Parce que le FNDC, c'est le Front National pour la Défense de la Constitution. C'est vous qui portez en fait aujourd'hui, vous êtes comme une figure de proue par rapport à ce soupçon très fort. C'est pas un soupçon. Je veux pas que vous dites que non, c'est pas un soupçon. J'accepte pas le mot. La Constitution a été modifiée. Non, là on parle pas de modification de la Constitution. Encore une fois, faisons la différence. Voilà, on parle de changement de Constitution. Changement de Constitution en faveur du président Alpha Condé. Président en place. Oui. Moi, j'ai pas le souvenir que la Constitution soit déjà changée. Alors, je vous explique. Non, mais on est dans la procédure. Là, je vous explique d'abord. Allez-y, expliquez-nous. Par rapport d'abord à l'événement que j'étais en train de dire, que cet événement que nous organisons, c'est dans ce sens pour défendre la Constitution guinéenne, la Constitution de 2010, 7 mai 2010, qui réellement le président Alpha Condé a prêté serment de respecter et de faire respecter. Aujourd'hui, il est en train de violer cette Constitution. Tout à l'heure, je vous disais, il est même prêt à marcher sur des cadavres. Vous m'avez dit, il ne fallait pas que je dise cela, mais quand même, il faut que je vous dise une chose. 140 personnes ont été assassinées pendant les manifestations politiques. Il n'y a jamais eu un cas élucidé par la justice guinéenne. Dites-moi exactement, est-ce qu'on est dans un État démocratique? C'est une question que vous me posez ou vous voulez que... Non, mais je le dis et j'ai envie que les auditeurs aussi comprennent. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, le souhait ce soir, c'est que nous puissions débattre. Parce que ces émissions sont reprises sur les réseaux sociaux, donc sur le continent, on nous écoute. Et pour avoir fait régulièrement des voyages sur le continent, il faut dire ô combien ceux qui sont sur le continent nous écoutent avec beaucoup d'intérêt. Parce que de ce qui se vit, on est dans un pays la France, voilà. C'est une vieille constitution et voilà. Il est question que nous qui vivons cette démocratie ici, puissions aussi apporter une différence entre ce qui se fait sur le continent et nous ici. Dites-vous qu'il y a le factuel, il y a l'interprétation. Ce n'est pas de l'interprétation. Non, permettez que je finisse. Allez-y. Donc, sur le factuel, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vous mettez en avant des bavures, ce qui est considéré comme étant des bavures. Je dis sous le contrôle d'une juriste parce que elle est là, la mordue des livres, Charlène. En même temps aussi, elle est juriste. Je voudrais faire un distinguo entre ce qui peut être considéré comme une bavure des forces de l'ordre, d'accord, et un fait imputé au garant de la Constitution. Si les faits ne sont pas élucidés, c'est une chose, mais le débat de ce soir porte... Non, mais, ok, d'accord, allez-y. Permettez. Allez-y. Donc, pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre ce vers quoi nous tendons. Comme nous, on est pris par le temps aussi, j'aimerais quand même, et c'est encore très intéressant parce que vous êtes de formation de journaliste, qu'on soit très pointu sur les mots. Et apparemment, nous a rejoint, on va lui donner la parole tout à l'heure. Ce soir, on va parler de la dénonciation, en fait, de ces bavures-là, par exemple. Ça, je suis d'accord avec vous. Parce qu'effectivement, il n'est pas normal qu'encore aujourd'hui, des hommes puissent croupir sous des balles parce qu'ils font une manifestation pacifique. Je suis d'accord avec vous. Et le point d'accord. Puisque ce soir, M. Sori Sow, qui est membre du bureau politique national du RPG, Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, n'est pas là, nous n'aurons pas un débat, on va dire, somme toute équilibré. Mais moi, je me fais le devoir de vous poser les questions. Ok, allez-y, avec plaisir, je vais les répondre. Voilà. Pour comprendre aujourd'hui, vous revendiquez le respect de la Constitution, de la loi fondamentale. Oui. C'est bien cela. Oui, exactement. Est-ce que aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a un processus aujourd'hui pour aller vers, on va dire, une sorte de, ce qu'on appelle en jargon, retoquer. Ils veulent retoquer en fait la loi fondamentale à la faveur du candidat en place, du candidat sortant qui pourrait se représenter. C'est ce que vous revendiquez. Ce qui est bien noble. Mais il y a beaucoup de soupçons aussi qui pèsent, même sur le FNDC. Aujourd'hui, en prenant cette émission, un observateur averti de la vie politique guinéenne me disait que le FNDC semble être positionné comme un parti ou une mouvance d'opposition. Que répondez-vous à cela? Alors, d'ailleurs, ça, je dis, c'est des messages, c'est des discours que nous entendons souvent. Cela ne nous fait ni froid ni chaud. Nous, on reste camper sur notre position, on va défendre cette constitution. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne connaissaient pas c'est quoi FNDC. FNDC, c'est un forum qui regroupe
plusieurs partis politiques, mais aussi des organisations de la société civile guinéenne. Et parmi eux aussi, vous allez voir aussi des artistes, des enseignants, des étudiants. Je vais vous dire, c'est la Guinée, pour une fois, qui est réunie au sein d'un organisme pour défendre la Constitution. Ce combat, c'est la Guinée. La Guinée. Et en face, ceux qui sont RPG, ils sont qui alors? Non, mais quand je dis la Guinée, attention, ceux qui sont aujourd'hui... On prend au mot, hein? Oui, il n'y a pas de souci, je vais répondre, donnez-moi juste le temps. C'est que je veux dire, quand je dis la Guinée, c'est parce qu'ici, nous, il y en a plusieurs personnes qui se sont regroupées. Pour défendre quoi? C'est pas pour défendre des normes, c'est pour défendre la Constitution. Alors, c'est d'en face, ils défendent des normes, ils ne défendent pas la Constitution. Parce qu'ils défendent un monsieur qui, aujourd'hui, à 90 ans, veut mourir au pouvoir. Et ça, pour nous, il est inacceptable et inadmissible que cela puisse passer dans notre pays. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pendant que Rahim Bowell donc nous posait le cadre en fait de ce qui fait leur revendication, la revendication du FNDC, apparemment nous a rejoint Madame ou Monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Noël, c'est Ibrahim Ahmed Ba, donc du FNDC, côté de Lyon. Très bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est Ibrahim Ahmed Ba également est journaliste. Et donc, nous avons une grosse, à peine une dizaine de minutes pour qu'on puisse, parce que nous avons essayé plusieurs fois pour avoir une objectivité au niveau des échanges, en fait. Nous avons essayé de joindre M. Soriso, qui est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Malheureusement, on ne l'aura pas ce soir, compte tenu du temps, mais il faudrait quand même qu'on échange sur cette question. En toute franchise, la question que je voulais poser, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que le FNDC reste encore cette mouvance en fait de la société civile, ou alors en fait vous êtes affilié déjà à l'opposition? C'est dommage que M. Soriso ne soit pas là. Pour cette question, je ne sais pas pourquoi on se la pose, Noël. Parce que le FNDC n'a jamais changé soit de fonctionnement, soit de composition. Le FNDC est un mouvement qui rassemble tous citoyens guinéens qui se bat pour défendre la Constitution. C'est un mouvement social qui est là. Maintenant, qu'il y ait des partis politiques ou des membres des partis politiques au sein de FNDC, du moins qu'ils soient des Guinéens et qu'ils veulent défendre la Constitution guinéenne, ils sont les bienvenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le FNDC est majoritaire dans tout le pays. Il suffit de constater, lorsque le FNDC appelle à des manifestations, à des actions de désobéissance civile ces dernières semaines, mais le pays a été totalement paralysé. Ce n'est pas pour rien, Noël, que Rahim est en train de dire que le président Alpha Condé est prêt à marcher sur des cadavres. Que très grave quand même. Hein. Non. Monsieur Noël, il faut qu'on soit clair sur ce qui se passe. Parce que moi, je voudrais intervenir sur 2 points. Le cas de la Guinée et faire le lien en même temps sur le sujet que vous abordez avec madame tout à l'heure, donc concernant les Africains à l'étranger. Allez-y. Parce que tout est lié. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, on ne peut pas se taire. C'est parce que vous n'êtes pas certainement très informé de ce qui se passe en Guinée. Il y a eu tellement de morts. C'est en Guinée aujourd'hui qu'on a kidnappé, on a vu des forces de l'ordre kidnapper une femme et la prendre comme bouclier humain face à des jeunes qui étaient en train de jeter des pierres. C'est en Guinée aujourd'hui que des forces de l'ordre sont en train d'aller entrer dans les concessions Noël, aller casser même les portes, parce que les gens, ils savent quand les forces de l'ordre viennent, c'est pour les tuer. Et puis ils sont armés. Bien. Les gens se s'enferment dans leur maison. Qu'est-ce que les forces de l'ordre font? Ils viennent, je vous dis, casser les maisons pour rentrer et brutaliser les gens. Je retiens, Ibrahim Ahmed, je retiens ce que vous dites, je l'entends, et je vous dis bien qu'en fait, je vous dis sur le contraire, la juriste qui est avec nous ce soir, en fait, ça, ce sont des bavures. Vous comprenez? C'est bavure parce qu'en principe, même sous le point de vue de l'éthique, quel intérêt aurait un chef de l'État à tuer son peuple et à avoir une mauvaise presse, à discréditer son image? Quel intérêt aurait-il à le faire aujourd'hui? Moi, je devais réagir en fait... Je vais vous répondre. Allez-y. Quel est l'intérêt que le président Fakonde a à le faire aujourd'hui? C'est pour se permettre au pouvoir, parce qu'il a compris qu'avec la constitution actuelle, ce n'est pas possible pour lui de faire un 3e mandat. Il a fait 2 mandats successifs. C'est fini. Il a plus de 83 ans. Mais qu'est-ce qu'il peut offrir à la Guinée aujourd'hui qu'il n'a pas encore fait? Et il a compris. D'ailleurs, la question, on n'est plus, M. Noël, à un niveau où il faut dire est-ce qu'il a des soupçons ou d'autres. Non, lui-même, il a été clair. Hein? Il a dit qu'il veut ou pas, il y aura le référendum. Parce que qu'est-ce que Fakonde est en train de faire? Il faut que les gens comprennent. Il est en train de prendre la constitution actuelle, la mettre dans la poubelle,
pour nous écrire une nouvelle constitution qui va lui permettre de rester à vie. Bien, c'est votre point de vue. Elle est là la question. Ibrahim Ahmed, vous êtes journaliste et c'est ce que j'apprécie le plus. Et je voudrais préciser que nous devons faire un distinguo entre le factuel, c'est-à-dire en fait que quand vous dénoncez le fait que les forces de maintien de l'ordre ou les forces de défense vont faire des exactions chez des civils, cela est condamnable. Ça, on est d'accord dessus. Maintenant, de là à imputer cela, à interpréter comme quoi en fait un chef d'État serait prêt à marcher sur des corps, je trouve que nous avons franchi un cap parce que dans le métier... Je ne sais pas si vous m'écoutez, M. Noël. Oui. Je vous dis, est-ce que vous vous rappelez du 28 septembre 2009, les crimes contre l'humanité qui ont été commis en Guinée, où on a violé des femmes sur la place publique, dans le stade. Il y avait eu quoi? Quelque chose de 150 morts. Est-ce que vous savez aujourd'hui, on est à combien de morts? On est à presque 140 morts pendant un régime civil. En fait, c'est pourquoi je vous dis, vous n'avez certainement pas les informations. Moi, j'ai les informations. Voilà. Et ce soir, en fait, je ne voudrais pas faire ce qu'on appelle de l'amalgame. Vous savez, il y a une interprétation et il y a le factuel. J'insiste dessus, au sens où les uns et les autres vont tôt ou tard répondre de leurs actes devant les institutions guinéennes, voire même peut-être en fait sur les instances internationales. C'est un fait. Mais ce soir, on parle de constitution, on parle en fait de volonté ou prononcée ou pas du tout en fait de prolonger en fait un mandat. Et c'est là où j'interpellais en fait notre invité en studio. La question de la faiblesse des institutions. Parce que moi, il y a un débat qu'on ne devait pas perdre de vue. C'est qu'en fait, les institutions semblent faibles. Et si aujourd'hui, on a un homme à tête de l'État qui le fait ou qui ne le fait pas, si on ne renforce pas les institutions, la question va toujours, elle sera récurrente. Oui, mais pour cette question, Noël, les institutions, pour que les institutions soient fortes, il faut quoi? Il faut du leadership. C'est ce qui nous manque dans les pays. Mais il suffit simplement de voir dans tous les pays, on a fini par avoir des institutions fortes, c'est qu'on a eu un bon leadership d'abord, qui a essayé de mettre en place les bases des institutions fortes pour que les autres, après, les successeurs, viennent continuer à travailler dans ce sens-là. Voici ma question, Ibrahim Ahmed Ba. Est-ce que vous ne pensez pas que la société civile, quand je jette un regard panoramique sur le continent africain, la société civile semble ne pas jouer. Il y a la société civile, il y a l'opposition, qui semble ne pas être force de proposition. Parce que ceux qui sont à faire aujourd'hui, curieusement, il y a 20 ans en arrière, étaient dans l'opposition et ils sont en train de perpétuer ce qu'ils reprochaient à ceux qui étaient au pouvoir dans le passé. Et même la société civile, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est affiliée de plus ou moins à l'opposition. Est-ce que l'opposition ne peut pas venir de ce côté-là? Alors, parlant de la société civile aujourd'hui, surtout en Afrique, je pense que c'est, d'ailleurs, pour moi, on est à une époque où il faut que la société civile prenne beaucoup plus de force et prenne ses responsabilités, d'autant que dans tous ces pays africains, on a pratiquement les mêmes problèmes. Ibrahim Ahmed Ba, alors quand on parle de société civile, le FNDC se retrouve dans où? Mais le FNDC renferme beaucoup plus de membres de la société civile et des partis politiques. Bien. Le temps qui nous impartait arrive à son thème fort curieusement, mais je regrette parce que nous avons repoussé le débat parce qu'on espérait avoir donc... Ce sera franchement avec plaisir. Oui. Si j'aurai l'occasion de parler juste par rapport à ce que la dame a dit tout à l'heure, parce que Noël... En 30 secondes alors, allez-y. En 30 secondes, je crois, mais je ne vais pas dépasser. Elle a dit, on dirait que l'Africain n'est le bienvenu nulle part ailleurs. Je suis totalement d'accord avec elle. D'ailleurs, ce qu'elle est en train de raconter là. Moi, j'ai vécu des choses comme les discriminations dont elle parle là, dans les universités. Je suis sûr que ce n'est pas le seul. Tous les Africains, voilà, chacun a son expérience. Mais c'est pourquoi on ne peut pas s'asseoir pendant que des gens sont en train de gérer mal nos pays et d'imposer de la dictature et qu'on est ailleurs et qu'on reste comme ça. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'on se batte pour que l'Afrique, comment nos pays africains puissent émerger. Merci. Ibrahim Ahmed Ba, moi je vous remercie de ce que vous avez dit. Effectivement, vous reconnaissez dans le propos de Charlène qui nous parle qui est mordu des livres et qui partage avec nous sa passion. Le souhait pour nous, c'est de vous recevoir une prochaine fois pour que nous ayons le temps de pouvoir éplucher davantage en fait cette question. Le temps que nous est parti, fort curieusement arrive à son terme. Merci à vous de votre disponibilité. Merci, c'est un plaisir. Voilà, on repart au studio et on va remercier tour à tour en fait Albien qui est venu donc de Paris. Merci Albien et au plaisir. Merci beaucoup. Charlène, pour ce travail abondant, merci encore. Mais de rien, avec plaisir. Et à Raïm encore.